Salam alaikum. Alors pour cette vidéo, on va faire une révision, mais une révision complète de toutes les leçons que vous avez, Inch'Allah, dans l'examen. يعني غنديرو مراجعة شاملة لجميع الدروس. Commençons avec le système nerveux. Tout d'abord, vous voyez le système nerveux et vous savez que le système nerveux, il est constitué de trois éléments. Il y a l'encéphale. L'encéphale aussi, il est composé de trois éléments. Il est composé de cerveau, cervelet et le bulbe rachidien. Ensuite, vous avez la moelle épinière et vous avez les nerfs. Pour les nerfs, il y en a deux. Il y a les nerfs sensitifs, il y a les nerfs moteurs. Ensuite, vous avez vu les activités nerveuses. Vous devez savoir qu'il y en a trois activités nerveuses. Il y a la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Nous la sensibilité consciente. Quels sont les organes qui interviennent dans la sensibilité consciente? Il y en a trois organes. Tout d'abord, un récepteur sensoriel ou bien un organe sensoriel. Quel est son rôle? Il reçoit la stimulation ou bien il capte les stimulus et il le transforme en message nerveux sensitif. هو اللي كيستقبل المنبهات وكيحولها لرسائل عصبية حسية. Bien sûr, il va les envoyer vers le cerveau. Ensuite, vous avez le conducteur sensitif, ناقل حسي. في conducteur sensitif, il y en a deux. Il y a les nerfs sensitifs, أعصاب الحسية, et il y a aussi la moelle épinière. Quel est leur rôle? Tout simplement, ils conduisent l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. هما اللي كينقلوا الرسالة العصبية إلى المخ. Et le troisième organe qui intervient, c'est le cerveau. Son rôle, c'est de recevoir et interpréter l'influx nerveux sensitif au niveau des aires sensorielles. Donc, الدور ديال le cerveau هو اللي كيستقبل هو اللي كيحلل الرسالة العصبية الحسية bien sûr pour déterminer la nature du sens من أجل تحديد طبيعة الإحساس. ولما زالنا عاقلين on a dit que le cerveau il est divisé en plusieurs zones et chaque zone il est responsable d'un sens différent. بمعنى il y a une zone qui est responsable de la vue qui كتسمى l'aire visuelle. Une zone qui est responsable du toucher qui s'appelle l'aire de la sensibilité générale, etc. آخر حاجة شفناها في la sensibilité consciente, c'est le trajet de l'influx nerveux sensitif. Voilà. Pour le trajet, le message nerveux sensitif, il se forme au niveau de récepteurs sensoriels. Ou bien sûr, il va passer par le nerf sensitif. Ensuite, il passe par la racine postérieure. باش كنعرفوا la racine postérieure هو اللي كتكون فيه le ganglion spinal. Et ensuite, il passe par la moelle épinière et il va vers l'aire de la sensibilité consciente. هنا غيمشي لباحة الحساسية العامة. Juste une petite remarque, كما كتشوفوا la peau elle se trouve dans la partie droite, bien sûr l'aire responsable de cette peau elle se trouve dans la partie gauche, c'est-à-dire la partie opposée, car on a dit que le cerveau il est composé par deux hémisphères et chaque hémisphère il est responsable d'une partie la partie opposée du corps, c'est-à-dire l'hémisphère gauche il est responsable de la partie droite ou bien les organes qui se trouvent dans la partie droite du corps et le contraire pour l'hémisphère gauche. Vous avez ensuite la motricité volontaire. Pour la motricité volontaire, il y en a aussi l'intervention de trois organes. Le premier organe, c'est l'aire motrice qui se trouve au niveau du cerveau, au niveau du cortex cérébral. Quel est son rôle? Tout simplement, il permet la naissance de l'influx nerveux moteur. Ensuite, vous avez le conducteur moteur, naqil haraki. Il y en a aussi deux. Vous avez la moelle épinière et les nerfs moteurs. Quel est leur rôle? Tout simplement, ils conduisent l'influx nerveux moteur vers l'effecteur. الدور ديال هاد النواقل هما كينقلوا الرسالة العصبية إلى l'effecteur اللي هو bien sûr le muscle. Donc le dernier organe qui intervient, c'est l'effecteur moteur, ce sont les muscles. Quel est leur rôle? Tout simplement, ils se contractent et ils reçoivent l'influx nerveux, c'est-à-dire ils réalisent le mouvement. Et voilà, la dernière chose, c'est le trajet de l'influx nerveux moteur. Bien sûr, dans ce cas, dans la motricité volontaire, le message nerveux moteur, il se forme au niveau de l'aire motrice et il va passer par la moelle épinière. Comme vous voyez, au niveau du bulbe rachidien, il change la voie. C'est-à-dire, il va passer de la partie gauche vers la partie droite. Et ensuite, il passe par la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, il passe par la racine antérieure, avec les qui conjuguent le ganglion, vers le muscle qui va réaliser le mouvement. Comment il réalise le mouvement? Tout simplement, il se contracte.
Et la dernière activité nerveuse, c'est la motricité involontaire. Il y a plusieurs organes qui interviennent. Tout d'abord, vous avez la peau, ou bien le récepteur sensoriel. Son rôle, alors on l'a déjà vu, il reçoit, il capte le stimulus et il le transforme en message nerveux sensitif. Ensuite, vous avez les fibres nerveuses sensitives ou bien les nerfs sensitifs. Ils conduisent le message nerveux sensitif vers la moelle épinière. Vous avez le centre nerveux. Dans ce cas, ou la moelle épinière. Quel est son rôle? Tout simplement, il transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Et la la moelle épinière, elle est vraiment différente du cerveau. La moelle épinière, il n'analyse pas, il n'interprète pas. Mais c'est le cerveau. La moelle épinière, on peut dire que le rôle est mécanique. Tout simplement, il va recevoir l'influx nerveux sensitif, il va le transformer en influx nerveux moteur par un neurone qui s'appelle neurone d'association. Vous avez ensuite les fibres nerveuses motrices ou bien les nerfs moteurs. Ils conduisent le message nerveux moteur vers le muscle. Et à la fin, vous avez le muscle. C'est l'organe effecteur. Bien sûr, c'est l'organe qui va réaliser le mouvement. Et voilà le trajet de l'influx nerveux. Dans ce cas, je vous rappelle que dans la motricité involontaire, on appelle le trajet l'arc de réflexe. Au fait, bien sûr, comme vous avez vu, il y a l'intervention de 5 organes. Donc, commençons au niveau du récepteur sensoriel qui permet la naissance de messages nerveux sensitifs. Ensuite, il va passer par le nerf rachidien. Pourquoi? Car le nerf rachidien, c'est un nerf mixte. Il contient les deux nerfs. Il contient le nerf sensitif et le nerf moteur. Ensuite, il va passer par la racine postérieure qui contient le ganglion spinal et bien sûr qui contient le nerf sensitif. À la fin, il va aller vers la moelle épinière qui contient le neurone d'association qui va transformer le message nerveux sensitif vers le message nerveux moteur. Le message nerveux moteur, il revient par la racine antérieure car cette racine, il contient le nerf moteur. Ensuite, il passe par le nerf rachidien car c'est un nerf mixte, il contient les deux nerfs. Et à la fin, il va vers le muscle qui va recevoir cet influx nerveux moteur et il va réaliser le mouvement. وهذا concernant la sensibilité consciente عقلوا عليها راه عندنا 5 sens اللي هي l'ouïe حاسة السمع l'odorat حاسة الشم le goût الذوق la vue البصر et le toucher هي حاسة اللمس. Pour l'ouïe, l'organe sensoriel c'est l'oreille, stimulus c'est le son. L'odorat, l'organe c'est le nez, stimulus c'est les odeurs. Le goût, l'organe sensoriel c'est la langue, les stimulus vous avez les goûts et les saveurs. La sensibilité consciente, le sens c'est la vue, l'organe sensoriel c'est l'œil et les stimulus sont les lumières. La sensibilité consciente ou bien le sens, le toucher, l'organe sensoriel, c'est la peau, et le stimulus, c'est la douleur et la température et la pression. Là, vous avez les deux centres nerveux. Vous avez la moelle épinière, les deux sont composés par deux matières, la matière grise et la matière blanche. La différence, c'est la position. Si on prend la moelle épinière, la matière blanche, elle est externe. Et au centre, on va trouver la matière grise, bien sûr, qui est interne. Donc, pour la moelle épinière, la matière grise, elle est entourée par la matière blanche. Bien sûr, au niveau du cerveau, c'est le contraire. On va trouver la matière grise externe et qui forme ce qu'on appelle le cortex cérébral. Ou bien sûr, au niveau du cortex cérébral, on va trouver les aires. Soit les aires sensitifs, la sensibilité consciente, ou bien l'air moteur, la motricité volontaire. Au centre, on va trouver la matière blanche. Donc, c'est une matière interne. Donc, comme vous voyez, là, la position opposée pour ces deux. Passons maintenant au système musculaire. Donc, pour le système musculaire, vous avez deux mouvements. Vous avez le mouvement d'extension et vous avez le mouvement de flexion. L'extension medlied, flexion ou ateni lied. Vous avez l'intervention pour réaliser ce mouvement, il y a l'intervention de deux muscles, ce qu'on appelle le biceps et triceps. Le biceps, triceps, donc, pour le mouvement d'extension, vous voyez que le biceps est relâché et au contraire, vous voyez que le triceps est contracté. Pour le mouvement de flexion, c'est le contraire. Le biceps est contracté, par contre, triceps est relâché. Alors, donc, on dit que le biceps et le triceps, les deux, ce sont des muscles antagonistes. Pourquoi? Car ce sont deux muscles qui contrôlent des mouvements opposés, ou bien deux muscles, juste ديال العضلات, qui réalisent deux mouvements opposés, اللي كيديروا واحد جوج حركات اللي كيكونوا متعارضة. ملي كتكون le biceps contracté, l'autre كتكون relâché, bien sûr, vice versa. Passons à la structure du muscle. Le muscle, il est composé par l'os, tendon, vous avez les vaisseaux sanguins,
vous avez les fibres musculaires et faisceaux de fibres. Je vous rappelle, pour le système musculaire, la fibre musculaire, c'est la cellule musculaire. Et on dit que la fibre musculaire, c'est une cellule géante, composée de plusieurs noyaux. Si on veut définir une fibre musculaire, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du système musculaire. Ensuite, on a vu les caractéristiques ou bien les propriétés de muscles. Vous avez trois propriétés. Les deux premiers, c'est l'excitabilité et la contractilité. Qu'est-ce que c'est l'excitabilité? Excitabilité, c'est la capacité de recevoir et de répondre à une stimulation. بمعنى ملي المسكل كندير ليه une stimulation, il donne une réponse. ملي كنضربو بالضوء مثلا, il se contracte. Vous avez aussi la contractilité. C'est quoi? C'est la capacité de se contracter. Donc le muscle, dans ce cas, il devient court. Comme vous voyez, il devient court, dur et épais. كيولي صغير وكيولي سميك وكيولي العرض ديالو كبير. Vous avez la dernière propriété, c'est l'élasticité. Donc, qu'est-ce que c'est l'élasticité? Donc, c'est la propriété qui permet au muscle de reprendre sa longueur initiale après l'allongement. C'est-à-dire que le muscle, il est capable de reprendre sa longueur initiale. بمعنى le muscle, il وقع عليه واحد l'allongement, lorsque le muscle s'étire, ملي كيتمدد كيقدر كيرجع كما كان في الاول. ولكن الملاحظه اللي قلناها هنا في l'élasticité, c'est que pour le muscle, l'élasticité est limitée, انها كتكون محدوده. اللي شفنا عقلتوا على l'exemple, lorsqu'on fait attacher au muscle ou bien accrocher au muscle une masse d'environ 70 grammes, on a observé que le muscle, il devient incapable de reprendre sa taille initiale. ما قدرش يرجع في الاول, فاستنتجنا باللي le muscle, l'élasticité du muscle est limitée. Ensuite, on a dit que le système nerveux, il contrôle le mouvement de muscle. بمعنى هذاك الجهاز العصبي هو اللي كيتحكم في العضله. Comment? Tout simplement par des messages nerveux moteurs, بواسطة رسائل حركيه. Et la zone ou bien les points où se fait la transmission d'un message nerveux moteur de la fibre nerveuse ou bien du neurone vers le muscle s'appelle les plaques motrices. هما اللي كيبانوا لينا هنايا في الكحل. هما النقط, هما هادوك النقط ولا هادوك لي زون اللي منهم كيدوز الرساله العصبيه الحركيه, كدوز من الجهاز العصبي وكتمشي للعضله. Donc une plaque motrice, c'est le point de jonction entre une fibre nerveuse, je vous rappelle, c'est une seule fibre nerveuse qui contrôle plusieurs fibres musculaires. حاجة أخرى قلنا باللي le muscle pour se contracter, il a besoin de l'énergie. Donc d'où provient l'énergie du muscle? Tout simplement, il provient de la dégradation, bien l'oxydation du glucose. Comment? En utilisant l'oxygène. Donc quand le dioxygène plus le glucose, donc l'oxygène, il va permettre la dégradation et l'oxydation du glucose et bien sûr qui va aboutir ou bien qui va donner l'énergie. L'énergie, elle va être utilisée par le muscle pour se contracter et il va libérer comme déchet le CO2 plus l'eau. هاد العملية كتسمى la respiration cellulaire. وآخر حاجة شفناها في le muscle, les dangers. Donc pour le muscle, on a vu deux dangers. Il y en a plusieurs, ولكن on a traité deux dangers. Vous avez l'élongation musculaire, اللي هي شنو هي? L'étirement anormal de la fibre musculaire. هذيك la fibre musculaire كيتجبد بواحد الطريقة غير عادية وما كيقدرش يرجع كيف ما كان. وعندنا le deuxième danger, c'est déchirure musculaire. هذيك يكون فيه une rupture de fibre au sein du muscle. بمعنى les fibres musculaires s'étirent, هذيك الالياف العضليه تتمدد, ولكن شنو كيوقع لها من بعد هذاك التمدد كتقطع. il va subir une rupture. هنا on parle de déchirure, كنقولوا عندنا واحد déchirure musculaire. Alors comment on peut protéger le muscle? هنا donc هنا j'ai cité deux façons pour protéger le muscle. Vous avez évité du faux mouvement et respecter les règles de l'échauffement sportif. Ensuite, vous avez les microbes. Alors, qu'est-ce que c'est un microbe? Tout simplement, c'est un être vivant invisible à l'œil nu. هو واحد الكائن حي ما كنقدروش نشوفوه بعين مجردة. On les appelle soit des microbes, soit des micro-organismes. Il s'agit de la même chose. Donc, les classes des microbes, il y en a 4. Il y en a les protozoaires, les bactéries, vous avez les champignons microscopiques et vous avez les virus. Les protozoaires et les bactéries, les deux, ils se multiplient par division. Les champignons microscopiques, il y en a 2.
pour les moisissures du pain, il se divise par sporulation, donc il libère du spore, et pour la levure, et donc il se divise par bourgeonnement. بالنسبة للvirus, donc les virus se multiplient dans les cellules vivantes. Les virus sont incapables de se multiplier à l'extérieur des cellules. Donc les virus, ils ont besoin des cellules hôtes pour se multiplier, bien sûr, في الداخل ديالهم. إلا مثلا عقلنا قلنا pour les micro-organismes ou bien les microbes, il y en a deux. Il y en a des microbes qui sont pathogènes, il y en a d'autres qui ne sont pas pathogènes. Pathogènes يعني كاينين مضرة و non pathogènes يعني غير مضرة اللي هي on dit que ce sont des micro-organismes utiles. هما واحد الكائنات حية ولا ميكروبات نافعة. مثلا il y a des micro-organismes qui facilitent la digestion اللي كيكونوا في الأنبوب الهضمي ديالنا وكيعاونونا في الهضم ديال الأغذية. D'autres qui sont utilisés pour fabriquer des aliments. On a vu l'exemple des bactéries lactiques qui sont utilisées pour fabriquer yaourt, etc. Et aussi, il y en a plusieurs types de microbes qui sont pathogènes, بحال la grippe, VIH, Covid, etc. اخر حاجه شفنا هما لي دونجي دو ميكرو اورغانيزم. شنو هما الحوايج اللي كيخليو الميكروبات خطيره؟ وشفنا 4 dangers. Tout d'abord, la multiplication rapide. Lorsque les microbes pénètrent à l'intérieur du corps, bien sûr, ils vont se multiplier, mais d'une façon vraiment très rapide. Car au niveau du corps, il y a la température convenable pour la multiplication de ces microbes. Il y a aussi la présence du nutriment. يعني في واحد المدة قصيرة, on passe des centaines de microbes jusqu'à des milliards et des milliards de microbes. راوليناكم كيفاش كنحسبوا. Vous avez aussi la sécrétion des toxines. Il y a des microbes ou bien certaines bactéries qui sécrètent des toxines. Vous avez vu l'exemple de la bactérie, les bacilles tétaniques, qui sécrètent la toxine tétanique. Vous avez aussi la présence de la capsule. Il y a certaines bactéries qui présentent des capsules. Et ces capsules, elles vont protéger ces bactéries contre le système immunitaire. Et à la fin, vous avez la multiplication à l'intérieur des cellules vivantes. Là, on parle du virus, aussi de certaines bactéries. Donc, il y a certains microbes qui pénètrent à l'intérieur des cellules, se multiplient à l'intérieur des cellules. Bien sûr, ils vont exploser la cellule. C'est un danger. La dernière chose qu'on a vu, les réponses immunitaires. Tout d'abord, la première défense contre les microbes, ce qu'on appelle les barrières naturelles de l'organisme. Il y en a deux types. Il y a les barrières mécaniques, comme la peau par exemple. Le rôle d'elle, c'est qu'il empêche la pénétration des microbes à l'organisme. Il y a aussi les barrières chimiques. L'exemple, vous avez sucre gastrique ou bien l'acidité de l'estomac. Elle permet la destruction des microbes, qui demandent les microbes, bien sûr, par l'acidité ou la salinité. Et pour les réponses, il y en a deux. Il y a la réponse inflammatoire non spécifique, il y a la réponse immunitaire spécifique. Pour la réponse inflammatoire non spécifique, vous avez tout d'abord, lorsque les microbes pénètrent à l'intérieur du corps, on va voir l'apparition des symptômes. Il y en a 4. Gonflement. La cause du gonflement, c'est la sortie du plasma et la sortie du globule blanc. Vous avez la douleur. La cause, c'est l'excitation des terminaisons nerveuses. Vous avez l'élévation de la température. La cause, c'est l'augmentation de l'afflux sanguin. Et vous avez la rougeur. Aussi, la cause, c'est l'augmentation de l'afflux sanguin et la dilatation des vaisseaux sanguins. L'apparition des symptômes, on va voir ce qu'on appelle le phénomène qui va intervenir pour détruire et pour neutraliser les microbes, c'est les phagocytes par un phénomène qui s'appelle la phagocytose. La phagocytose fait 4 étapes. Tout d'abord, l'adhésion. Et bien sûr, les cellules qui réalisent la phagocytose s'appellent des phagocytes. La première étape, ils vont fixer le microbe. La deuxième étape, c'est l'absorption, c'est-à-dire qu'ils vont entourer le microbe par des pseudopodes. La deuxième étape, c'est la digestion. Donc, ils vont utiliser des enzymes digestifs pour digérer les microbes. Et la dernière étape, c'est l'expulsion, bien rejet des déchets. Donc, après la destruction des microbes, ils vont rejeter les déchets de ces microbes à l'extérieur. Les caractéristiques de cette réponse, donc c'est une réponse innée, donc c'est-à-dire que ce qu'on a dès la naissance, immédiate, donc il est rapide dès la pénétration du microbe. Le microbe qui il est non spécifique. Donc il intervient contre tous les types du microbe d'une façon non spécifique. أي ميكروب كتدخل ضد منه هاد لي فاغوسيت وكيحاولوا يبتلعوا ويقضيو عليه.
Vous avez ensuite la réponse immunitaire spécifique. هنا فيها deux voies. Vous avez la voie hémorale et la voie cellulaire. Pour la voie hémorale, vous avez l'intervention des lymphocytes B qui intervient selon plusieurs étapes. La première, la reconnaissance. Donc, lymphocyte B va reconnaître l'antigène. La deuxième étape, c'est la prolifération. Après la reconnaissance, lymphocyte B va se multiplier. Et ensuite, l'étape suivante, c'est la différenciation. C'est-à-dire que lymphocyte B, il va se transformer. Il va donner deux cellules. Il va donner les plasmocytes, ce sont les cellules qui sécrètent les anticorps, et il va donner les lymphocytes B mémoire qui vont rester au niveau du sang sous forme d'une mémoire. Ensuite, les plasmocytes, ils vont sécréter les anticorps. Les anticorps, ils se fixent sur les antigènes. Ils vont former ce qu'on appelle le complexe humain. Et à la fin, on va voir l'intervention des macrophages ou bien des phagocytes qui vont ingérer les deux. Ils vont ingérer le complexe humain. C'est-à-dire, ils vont ingérer l'antigène qui se fixe sur l'anticorps. Donc, ils vont ingérer l'anticorps qui se fixe sur l'antigène. Vous avez ensuite la voie cellulaire. Pour la voie cellulaire, vous avez l'intervention des lymphocytes T. Aussi les mêmes étapes. La reconnaissance, lymphocyte T reconnaît le microbe, ensuite va se multiplier, ensuite il va se transformer, il va donner deux. Il va donner lymphocyte T cytotoxique et lymphocyte T mémoire. À la fin, lymphocyte T cytotoxique, il va détruire les cellules infectées ou bien les cellules cancéreuses par un phénomène qui s'appelle cytotoxicité. Vous voyez lymphocyte T cytotoxique qui détruit une cellule hôte ou bien une cellule qui est infectée par un microbe. Pour les caractéristiques de cette réponse, donc vous avez trois. Donc c'est une réponse spécifique, c'est-à-dire il se dirige vers un seul type de microbe. Il est acquise, mais on va acquérir cette immunité soit par un vaccin, soit si on est infecté par un microbe وخرجنا من هذاك الميكروب حيين. واهم حاجه donc c'est une réponse tardive ماشي immédiate ولكن il faut attendre un peu du temps comme ça pour avoir cette immunité. وآخر حاجة, donc cette immunité est caractérisée par la présence d'une mémoire immunitaire. Et comme ça, j'ai terminé la révision de toutes les leçons que vous avez fait ce semestre. Les dernières remarques, les lymphocytes B, ils se forment et ils deviennent matures au niveau de la moelle osseuse rouge. Par contre, les lymphocytes T, ils se forment au niveau de la moelle osseuse, mais ils deviennent matures au niveau du thymus. La deuxième remarque, c'est on a étudié ces réponses d'une façon séparée. Le corps cette réponse elle ne se fait pas d'une façon séparée. Mais en fait, il y en a une coopération cellulaire qui entre les lymphocytes T, les lymphocytes P et les macrophages. Les macrophages, ils vont ingérer le microbe. Après, bien sûr, la digestion du microbe, ils vont prendre les antigènes de ce microbe et ils vont l'exposer sur leur surface. Les lymphocytes T4 qui vont reconnaître ces antigènes et ensuite, ils vont activer les deux voies. Ils vont activer les lymphocytes T, comme ça, ils activent la voie cellulaire. Donc, T8 se transforme, TC, ils vont détruire les cellules infectées par ce microbe. Et ensuite, vous avez l'activation du lymphocyte B qui se transforme en plasmocytes qui sécrètent les anticorps et les anticorps, ils vont former le complexe humain.